je ne suis pas aussi assidu que certains ici sur le développement de la N2, notamment Jason, qui y passe beaucoup plus de temps que moi, et Manuel aussi. Mais j'essaie de participer sur des petites choses, notamment sur des plugins. Et j'ai écrit 2 livres sur Maven, un premier sur Maven 1 et un deuxième qui est sorti sur Maven 2 qui est téléchargé sur le site de Merger. Alors, dans cette présentation, j'ai essayé de faire un petit panorama des fonctionnalités relatives à la qualité et des logiciels que l'on peut utiliser dans Maven 2. J'ai vu que beaucoup d'entre vous ont déjà utilisé Maven 1, voire Maven 2. Donc je suis intéressé aussi d'avoir votre feedback pendant cette présentation. Si jamais vous avez des questions particulières, n'hésitez pas. Et je pourrais éventuellement changer un petit peu des choses si vous avez des choses que vous souhaitez voir particulièrement. Donc je n'ai pas mis toutes les fonctionnalités de qualité, mais celles qui me paraissaient un petit peu différentes, notamment les différences par rapport à Maven. Donc il y a plus nécessaire, quasiment, pour pouvoir voir ce qui est nouveau, en plus ou en moins d'ailleurs, un peu des deux. Alors, ce qui est important quand on parle de qualité, c'est de faire la différence entre ce que j'appelle la qualité active et la qualité passive. Donc, c'est 2 types de qualité. Alors, c'est quoi la qualité active? C'est de la qualité, c'est de la vérification avant que le code soit commité dans le repository de source, avant qu'il soit partagé avec 2 personnes. Donc, par exemple, j'ai un exemple, c'est assez moche en général, la qualité active. C'est des exécutions de script, et là c'est un build Maven qui tourne et qui fait une vérification de check-style. Donc check-style, vous connaissez probablement tous, c'est une vérification de best practice de développement, et donc là ça fait rater le build parce qu'il y a une erreur check-style. Donc le build rate, et donc on ne peut pas, la logique dit qu'on ne peut pas committer dans le repository de source avant que ce soit corrigé. Donc ça c'est la qualité active, c'est un type de qualité qui est intéressant parce qu'il permet en fait de ne pas accumuler, on dira, de dettes techniques de qualité, puisqu'on continue, le projet respecte les règles qualité. Si on ne fait pas ça, qu'est-ce qui se passe? Les dettes techniques de qualité vont s'accumuler, et puis au bout d'un certain temps, quelqu'un va se dire, c'est très bien quand même qu'on règle ces problèmes de qualité, et en général, on va s'apercevoir que ça coûte assez cher à corriger, donc il faut un petit budget particulier pour ça, ce qui est difficile souvent à justifier auprès de votre chef de projet, parce qu'en général, on n'a pas de budget spécifique à la qualité, sans retour immédiat. Donc une bonne façon de lisser ça et de faire la qualité, c'est d'utiliser la qualité active, c'est-à-dire de le faire en continu, et donc du coup ce budget-là, il passe dans le budget de développement 100% de la personne. Alors, par opposition à la qualité active, il y a la notion de qualité passive. La qualité passive, c'est simplement la génération de rapports ou de suivi de métriques, et après que le code ait été écrit, commité, partagé avec nous. Donc là, c'est un exemple sur une couverture de test calculée par Clover, qui voit comment l'évolution de cette couverture de test dans le temps sur un projet. Donc, ça donne des indications intéressantes, mais la qualité passive est intéressante que si on la regarde. Et vous avez sûrement tous ces expériences de générer, grâce à de fabuleux outils Maven, des superbes graphiques, mais qui ne servent strictement à rien parce que personne ne les regarde et personne n'en fait rien. Là, c'est bien le problème de la qualité passive, qui peut être extrêmement utile dans certains cas, mais il faut avoir la volonté d'en faire quelque chose qui est plus difficile que la qualité active. Donc en général, la stratégie que j'essaie d'appliquer sur les projets, c'est d'essayer de passer le maximum de choses de qualité passive en qualité active. Alors tout n'est pas possible, mais il y a certaines choses qu'on peut passer. Et là, je vais essayer de vous montrer, faire un petit panorama de ce qu'on est capable de faire dans Maven 2 en termes de qualité active et passive. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les deux vraiment sont nécessaires. Même s'il faut essayer le maximum de la qualité active, il y a un certain nombre de choses qui ne peuvent être faites qu'en qualité passive. Par exemple, imaginons qu'on veuille avoir comme métrique, un nombre de bugs. Ce n'est pas une métrique qui peut se transformer en qualité active. On peut essayer d'avoir des tests pour les diminuer, mais on ne pourra pas quand même les éviter. Donc, c'est intéressant de les suivre dans le temps quand même. Il y a un certain nombre de choses qui sont nécessaires. Un autre exemple, éventuellement, sur la qualité, quand on mesure la qualité, ça peut être le nombre de code review. Alors, le code review, c'est une chose passive. Alors, on peut le transformer un peu en actif en faisant du pair programming, par exemple.
ce qui fait de la qualité active sur du code review. Ce sont juste deux exemples. Alors ce qui est intéressant, c'est que Maven peut faire les deux. Il y a une petite étoile à la fin. Alors pourquoi j'ai une petite étoile? Parce que quand je dis Maven, en fait je parle de Maven 2. Et sur Maven 2, c'est vrai que sur la qualité passive, de la génération de rapports et notamment de l'agrégation de rapports de type dashboard, pour ceux qui connaissent, dans Maven 1 il y a un plugin qui s'appelle plugin dashboard. Et ça c'est quelque chose qui n'existe pas encore dans Maven. Alors si j'essaie de lister là, j'ai regardé il y a quelques jours et listé tous les plugins que je pouvais trouver dans Maven 2 qui avaient rapport avec la qualité. Alors ils sont hébergés à plusieurs endroits. On en trouve dans le projet Maven lui-même, dans le projet Mojo. Alors le projet Mojo c'est un projet sur codehouse.org qui est une liste de plugins soumis par la communauté. Pourquoi ils sont sur Apache? C'est simplement pour avoir des règles plus souples pour pouvoir intégrer les personnes nouvelles, les contributeurs nouveaux. Alors sur Apache, c'est un processus un peu plus compliqué pour intégrer et mettre des projets sur Apache. Et donc dans le projet Mojo, il y a deux parties. Il y a une partie qui sont les projets sur un certaine maturité, on dira, puis une partie sandbox, où ce sont des nouveaux projets, des gens qui sont en train d'expérimenter. Alors si on regarde un petit peu ce qu'on a, on va voir qu'on retrouve beaucoup de choses qui existent dans Maven 1. Alors, Surefire, c'est le plugin test, en fait, dans Maven 1, c'est un plugin qui exécute les tests. Alors, la nouveauté, c'est qu'il exécute des tests aussi, des tests edge, en plus de JUnit. Le plugin Surefire, alors j'ai marqué aussi Cargo et d'autres containers de plugins, effectivement, c'est pas vraiment de la qualité, mais ce sont des plugins qui permettent d'exécuter automatiquement le démarrage, l'arrêt, la configuration de containers, et donc qui aident quand on veut faire des tests fonctionnels. Qui aide donc à écrire ces tests fonctionnels, et pour ça je les ai classés dans la catégorie qualité. Après, la PND, vous connaissez probablement, qui est le même type que Chestyle, Clover, qui est une couverture de test, et Verifier, c'est simplement un plugin qui permet de faire des vérifications, notamment de fichiers. C'est-à-dire, est-ce qu'après le plugin soit fini, il y a bien tel fichier qui existe à tel endroit, et est-ce qu'il contient bien tel type de valeur? Donc on peut faire des regex pour savoir si le fichier contient des valeurs, etc. Qui peut servir à faire quelques vérifications. Dans Mojo, alors il y a un plugin intéressant, c'est Belclear, on verra plus en détail après dans la présentation, qui permet de faire de la vérification de compatibilité binaire. Donc entre deux versions, je vérifie une nouvelle version de mon projet, est-ce que j'ai cassé des API qui existaient avant et lesquelles? Cobertura, c'est pareil que Clover, sauf que c'est en GPL, je sais plus, et c'est gratuit. Le plugin pas exactement la même chose. Je vous présenterai le plugin Clover tout à l'heure en détail. C'est celui que je connais mieux, c'est celui que j'ai écrit, donc je vais vous le présenter. Mais Cobertura du même genre. Après, Jalopy, c'est sur du formatage. JDPorn, vous connaissez probablement. C'est sur une calcul de complexité, de nombre de dépendances afférentes, etc. J'avais un CSS du genre, avec un peu plus de métrique. JDIF ressemble un peu à Clear, dans le sens où il compare deux API, mais sous la forme de Javadoc, en fait. Différence de Javadoc entre deux versions de logiciel. C'est moins précis que Clear. On ne peut pas faire rater le guide si jamais il y a une différence sur les deux. Ensuite, il y a d'autres types de plugins intéressants. Signal, qui est pour la vérification de copy-paste, Timebox, qui est du même genre que PND, Chestyle, Chicovrech, c'est comme Cobertura, et puis DBUnit, je vais essayer de je ne sais pas trop ce qu'il fait, mais probablement il a lancé des tests DBUnit. Et l'article, je ne l'ai pas essayé non plus, je l'ai découvert en fait en faisant ces slides, donc je le regarde parce qu'il a l'air intéressant, il est assez proche de Clear en fait. Donc, quelles sont les différences qu'on peut imaginer ensemble. Alors, on va dans le cours de cette présentation, je vais faire un focus, un petit zoom sur un certain nombre de plugins, notamment les plugins de test, sur Checkstyle, sur la couverture de la test dans Clover et sur la compatibilité binaire. Alors sur les tests, en fait, la différence par rapport à Maven 1, c'est que maintenant, dans Maven 2, il y a un composant qui s'appelle Surefire,
qui est en fait une infrastructure technique, un framework qui a une API et qui permet d'écrire des intégrations avec différents outils de test. Donc notamment, il y a une intégration avec JUnit, mais il y a aussi l'intégration avec TestNG. Et en fait, rien n'empêche d'écrire une autre implémentation pour intégrer avec un autre outil de test. Donc si vous avez un outil de test maison, par exemple, vous pouvez très bien écrire un petit fichier qui fait le lien entre l'API sur Fire et votre outil. C'est une différence principale avec Mavenna. Je marque nouveau. Il y a une nouvelle stratégie de fork, mais elle a été rétrofitée dans Mavenna et dans les dernières versions, donc ceux qui utilisent Mavenna, je pense, doivent la connaître. Et il y a maintenant la possibilité pour les tests de choisir la stratégie de forking. Est-ce qu'il y a une nouvelle VM qui est lancée à chaque fois qu'un test se lance, le test unitaire est lancé? Est-ce qu'il y a XKC forking sur une fois? Est-ce que c'est jamais forké, etc. En Mavenna, de mémoire, c'est forké tout le temps par défaut. En Maven 2, c'est jamais forké par défaut. En fait, c'est une petite astuce, et quand vous établissez Maven 2, il va tout de suite beaucoup plus vite. Et une des raisons, il n'y a pas que ça, mais une des raisons, c'est que les tests s'exécutent dans la même VM. Et donc, effectivement, c'est une impression de vitesse pour d'un coup. Il y a aussi, en termes de tests, une nouvelle notion. Alors, on n'a pas fait les présentations par rapport dans le bon ordre, mais si vous avez vu la présentation de Maven 2, vous auriez vu, vous allez la voir après, il y a une notion de phase pour le build, le cycle de vie de build. Et donc maintenant, il y a une phase de test d'intégration qui existe et qui rend un peu plus carré, on dira, la notion de test d'intégration. C'est pas complètement fini, mais c'est déjà utilisé et qui est utilisé, et notamment par le plugin Cargo, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui permet d'automatiser donc le test d'application JDE. Alors, je parlais de qualité active, qualité passive. Quelle est la stratégie avec le lead? Il n'y en a qu'une qui est bonne, c'est faire rater le build dès qu'il y a un test et une erreur de bon test. La mauvaise, bien évidemment, c'est d'enlever le test quand il plante. Ça arrive assez souvent, en fait. Évidemment, c'est pas la même solution. Alors, passons au plugin Checkstyle. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec eux? Il y a deux choses, la qualité active ou passive. La qualité active, c'est faire échouer le build dans une best practice qui ne passe pas. Et le passif, c'est générer un rapport qui est assez difficile. Alors, quelque chose de nouveau, ça c'est complètement nouveau par rapport à Mavenna. Et il y a toujours eu ce problème dans Mavenna de dire qu'on a envie par exemple, d'un fichier de config Checkstyle qui soit partagé parmi tous les projets. Et dans Mavenna, la solution, c'était vous mettiez à la racine quelque part, et puis vous aviez un chemin relatif à partir de différents projets. Ce n'est pas une bonne solution pour plusieurs raisons. Voilà, la première, c'est si vous bougez quelque chose, il faut que vous changiez les chemins. Et puis la deuxième, c'est que vous ne pouvez pas builder dépendamment un module sans avoir la structure complète checkoutée. On dirait tirer des dépendances entre différents endroits du build. Donc dans Maven 2, on a trouvé une solution à cela. C'est qu'on a la bonne façon de faire, la recommandation, c'est de créer un module d'outils de build que vous aviez dans votre projet. Et ça, souvent, Build Tools, qui génère un jar. C'est un jar qui contient simplement vos configurations de vos plugins sur Checkstyle, PMD, Firebase, etc. Donc pour Checkstyle, c'est le fichier checkstyle.xml, Checkstyle sur Precious.xml, etc. Vous mettez dedans, donc vous mettez simplement ça dans la racine de ce projet, dans source, mettre sourceuse, et puis vous lancez le build, ça va installer un jar dans votre repository local. Et ensuite, dans les modules que vous voulez utiliser pour faire des vérifications, et bien simplement vous dépendez, vous mettez une dépendance sur ce buildtools.jar. Je vous montrerai tout à l'heure comment ça se matérialise dans le fichier .xml. Et donc le gros avantage de ça, c'est que maintenant vous pouvez très bien avoir une cellule qualité, presque, en tout cas un accord projet sur les règles de qualité, et publier ça dans votre repository projet. Et les projets vont l'utiliser. Ça peut être mis à jour avec différentes versions, upgradées, et donc les projets vont l'utiliser de manière transparente.
Donc c'est beaucoup plus logique, c'est beaucoup plus intéressant. Et notamment, vous pouvez maintenant, si vous avez un seul module que vous checkez sur lequel vous travaillez, il va quand même guider, puisqu'il va trouver tous les fichiers de ressources nécessaires pour ces vérifications dans le fichier build-tools. Alors la stratégie pour la qualité active pour les checkstad et Inco est assez simple. La stratégie la plus simple, vraiment, et de loin, c'est d'accorder au démarrage du projet de mettre on au démarrage, ce qui est quasiment jamais fait, ou rarement, malheureusement. Et donc souvent c'est la stratégie 2, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, on se dit il faudrait peut-être ça peut être intéressant que quelques règles, au moins pas toutes, mais certaines, on est vraiment intéressé par les mettre on et que le build rate quand elles échouent. Et donc en revanche, on est confronté au problème du fait qu'il peut y en avoir beaucoup, et donc ça peut prendre du temps à corriger. Donc la stratégie en général est double. La première, c'est d'activer seulement certaines règles une par une, voir celles qui ont peu d'erreurs, commencer à les corriger. Mais ça, dans une release, quand vous voyez vos releases, fait des releases courtes encore mieux, vous faites des releases, je ne sais pas, 2 semaines par exemple, vous dites, c'est dans cette release-là que je vais, comme tâche, corriger tel check et tel check, et puis les autres, je les ferai dans la release d'après, etc. Donc en fait, vous glissez le travail de correction de qualité sur les différentes releases. Vous pouvez aussi avoir la stratégie de l'appliquer sur un module et pas sur les autres, faire module par module. Donc vous avez une matrice entre les différents checks et les différents modules sur lesquels vous voulez appliquer. C'est arrêté, sans gêne. On apprendra à utiliser des versions évaluées. On fera tout ça. 50 minutes à démarrer. Comparé à l'équipe, c'est plus long démarrage. Alors ensuite, le troisième type de catégorie de plugin, c'est la couverture de test. Alors là, il y a des nouveautés par rapport à Banana aussi. Alors ça, c'est pas nouveau. Le fait que Clover, Covertura, etc. peuvent rater le build si jamais la couverture de test est en dessous d'un certain seuil. Ça existait déjà, et on peut aussi générer des rapports. Donc ça existait, mais la nouveauté, elle est surtout ici pour Clover, c'est qu'il permet de manière assez simple de faire de la couverture de test sur des tests fonctionnels. Alors notamment comment ça fonctionne. Et quand vous avez un build, un multi-build, un projet avec plusieurs modules, et quand vous lancez Clover dessus, en fait Clover il va simplement lancer un cycle de build manuel. Donc on va essayer dans la vidéo comment ça fonctionne. Et à chaque module qui est buildé, en fait, il va intercepter la construction, on dira, du module et créer un module avec un tiret Clover comme extension, ce qui permet de ne pas mélanger les projets qui sont censés être en production sur lesquels Clover n'est pas exécuté des autres. Alors, ce qu'il faut juste savoir pour ceux qui ne savent pas, c'est que Clover va modifier les sources de votre projet, afin de faire de l'instrumentation et de générer des rapports pour savoir qu'est-ce qui est testé dans votre code. Il rajoute du code sur les sources. C'est pour ça qu'il faut bien faire attention à ne pas mélanger. Si vous mettez en production du code sur lequel Clover a tourné, bon, c'est pas génial, ça va ralentir un petit peu. Je sais pas, éventuellement, il peut y avoir des trous de sécurité, j'en sais rien. Donc c'est important, donc là avec le plugin Clover, faites bien attention à séparer ce qui est généré, ce qui n'était pas le cas dans Banana déjà. Et donc il va vous générer pour chaque module un module Clover.jar que vous allez mettre dans votre repository local. Et ce qui est intéressant, c'est que si on regarde les modules, et que les modules dépendent l'un de l'autre, par exemple là on voit que le module 2 dépend du module 1, le module 3 du module 2. Et en fait quand on build par exemple le module 2, il sait que dans votre prod vous avez déclaré qu'il a une dépendance sur le module 1, et bien quand vous allez exécuter Clover, en fait il va vous rajouter en dépendance le module cloverifié du module 1 et pas le module non cloverifié, ce qui va vous permettre d'agréger les résultats de l'autre. Ça c'est ce qui est nécessaire pour les tests fonctionnels, parce que les tests fonctionnels, vous allez avoir plusieurs modules que vous allez builder, et ensuite tout assembler, vous allez déployer ça quelque part et faire tourner. Donc il faut que vous ayez ces dépendances qui soient bien résolues avec les modules Clover. Donc ça c'est un point assez intéressant de ce module. Et le deuxième point intéressant, c'est qu'il agrège tous les différents rapports Clover
entre les modules. Ça veut dire que quand vous avez l'arborescence, le projet de l'arborescence, et ben, au fur et à mesure que vous montez dans l'arborescence, il va agréger donc toutes les bases de données Clover, on dira, de chaque niveau, jusqu'à vous donner une vision complète de votre projet sur l'ensemble de ces modules, qu'est-ce qui a été testé ou pas. Oui, Guillaume. Alors c'est une fonctionnalité propre au plugin Clover. Maintenant, rien n'empêche de développer une fonctionnalité dans le plugin Covertura. Je pense que Clover est un tout petit peu en avance par rapport à Covertura. Le Covertura peut faire la vérification du failure sur des checks, etc., mais il n'est pas capable de faire, je pense, du fonctionnel ni l'agrégation. Alors, quelle est la stratégie active associée à la couverture de test? Celle que j'aime bien appliquer, c'est la suivante, c'est que vous démarrez un projet, votre première itération, vous livrez du code. À la fin de cette itération, vous faites tourner Clover, vous regardez quelle couverture, quel pourcentage vous avez. Bon, imaginons qu'on est 0,1%. À ce moment-là, vous vous dites, c'est ma nouvelle limite. C'est-à-dire que lors de la prochaine itération, il faut que j'ai au moins le même pourcentage de qualité que ce que j'ai fait dans l'itération d'avant. Ça veut dire que vous allez faire rater le build, vous mettez dans votre forme.xml que le build doit rater si la couverture est inférieure à ce pourcentage-là. Ensuite, à la fin de cette itération, vous regardez, vous allez avoir au pire la même valeur, au mieux un tout petit peu mieux, et donc progressivement, vous allez améliorer la qualité de votre code. Ça, c'est la stratégie que j'ai trouvée qui était la plus douce et la plus lisse possible pour aller dans une direction progressive d'augmentation de qualité. Souvent, on voit des projets où ils disent ah, tiens, maintenant il faut qu'on fasse de la qualité, et donc on va passer de 0% à 80%. En pratique, c'est souvent des échecs quand ça se passe comme ça. Il vaut mieux le faire. Ce qui est intéressant dans la qualité, c'est pas de passer de 0 à 80 ou à 100, mais de s'assurer qu'on va dans une direction croissante. C'est vraiment ça l'important. Avec cette stratégie, c'est possible de faire ça. Ce qui n'empêche pas que c'est quand même intéressant d'avoir les rapports Clover pour savoir dans quel domaine, dans quel endroit il va falloir se focuser pour écrire des tests dans l'opération en fait. Alors, ça c'était vraiment un panorama rapide. Alors, qu'est-ce qui manque quel est le futur? Il manque une grosse partie qui est le dashboard qualité. Alors, combien de personnes qui ont utilisé le dashboard qualité en magasin? Bon, je pense. Donc ça ne vous manque peut-être pas. Le dashboard qualité, en fait, qu'est-ce qu'il faisait? C'est bien beau d'avoir tous ces plugins qui vous génèrent plein de rapports, plein de choses intéressantes. Le problème, c'est qu'on ne les regarde pas, c'est vrai. Alors, comment est-ce qu'on peut essayer de combattre cela? C'est ce qu'essayait de faire le plugin dashboard dans Mavenna, c'est-à-dire il essayait de rassembler toutes ces métriques dans un seul rapport, avec une vision synthétique sur tous vos modules. Donc, vous avez un tableau. Vous avez la liste de vos modules, la liste des vérifications, ça veut dire le pourcentage Clover, le nombre d'erreurs checkstyle, etc. Et il s'est posté une quinzaine de différents métriques, je pense, et donc ça nous permettait d'afficher ça, et puis aller en meeting, d'aller avoir une liste synthétique, de voir quel est le statut qualité de vos projets, et prendre des décisions pour l'itération d'après, par exemple. Pratique, comme je disais, c'est un rapport, donc il faut faire l'effort de l'analyser pour que ce soit utile. Et c'était quand même intéressant. Et donc ça, c'est une fonctionnalité qui manque dans Maven 2, mais on y pense, on le connaît. Et donc l'idée, c'est de développer en fait un projet qui sera le projet qualité, tout comme on a un projet qui est le projet SCM pour le repository. C'est un projet fédérateur qui va fédérer l'ensemble des différentes métriques de qualité. Et donc là, je vais vous montrer une architecture possible. Ça, c'est encore vraiment une discussion, tout ça. Mais l'idée, par exemple, c'est d'avoir des parseurs pour différents outils. Un parseur qui parse les logs checkstyle, un parseur qui parse les logs uniques, etc. Vous parsez tout ça, avec l'API parseur, vous pouvez en rajouter. Vous mettez tout ça dans une base de données avec une API de persistance, et ensuite pouvoir faire des analyses sur la durée, comment ça évolue, par exemple. Et puis de générer des métriques qui peuvent être, ça c'est des métriques simples, et puis des métriques composites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas, par exemple, de dire checkstyle serait intéressant de le relier, un nombre d'erreurs checkstyle, ça ne veut rien dire, ça va le relier au nombre de lignes de code, par exemple.
Donc si on a une métrique ligne de code et une métrique textile, comme on a tout ça ensemble, on va être capable de générer des rapports, des nouvelles métriques composites. Intéressant. Et donc ensuite, donc ça ce sera un projet qui ne sera pas forcément lié à Maven, qui pourrait être développé séparément, et dont Maven pourrait fournir simplement le triggerer la clé pour générer des rapports lorsqu'on génère le système exemple. Ou faire un TLB d'ailleurs, c'est possible de faire la même chose. Donc ça c'est vraiment de la recherche actuellement, ça n'existe pas. S'il y en a certains qui sont intéressés par contribuer d'ailleurs, contactez-moi, on pourra peut-être travailler dessus ensemble. Il y a une deuxième partie qui est intéressante aussi, qui n'existe pas aujourd'hui dans Maven. C'est pas vraiment la qualité, c'est plus sur je sais pas comment dire en français, sur la santé d'un projet, on dira. C'est-à-dire savoir quelle est l'activité du projet, qui commute dessus, quelle fréquence, qui fait des tests, qui ne fait pas des tests, qui répond, alors plus généralement c'est pas que du code, hein, c'est qui répond à la mailing list, à la mailing list du projet, à quelle fréquence, qui applique les pages, qui écrit la doc, etc. Vraiment savoir un peu les contributions de chacun. Alors c'est vrai que ça a un sens dans le projet open source, ça a probablement un sens dans l'entreprise aussi. C'est intéressant de jauger l'activité des projets. Alors bien sûr, il y a les possibles de ça, là, on les connaît tous. L'idée c'est pas de ne pas utiliser ça pour fliquer les gens, mais c'est plus individuellement d'avoir son rapport à soi, dashboard, de voir quelles sont mes activités pour essayer de voir voilà, comment est-ce que je peux le développer. Ce qui est intéressant là-dessus, ce qui m'intéresse, alors tout ça c'est juste des idées, hein, ça n'existe pas encore, c'est ce qui m'intéresse personnellement. Et notamment, ce qui est intéressant, pour vous donner une vision d'avenir là-dessus, je vais terminer là-dessus, aujourd'hui l'open source, ce qui est un point intéressant, ce serait de réussir à relier donc open source et le business, et notamment on pourrait avoir imaginé que lorsqu'un projet open source génère des revenus par consulting, par n'importe quoi, qu'on puisse redistribuer ce que ça génère au niveau des membres du projet. Et ça pourrait être utilisé pour mesurer l'activité des différentes personnes et des distributeurs. Ça, c'est à partir du moment où il y a de l'argent en jeu, ça va générer probablement plein de questions, mais ça, je trouve ça intéressant comme idée. Merci à tous. Vous avez des questions, je vais essayer de répondre. Merci.